Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la pensée de René Descartes, un homme qui a osé tout remettre en question, histoire de refonder complètement notre rapport à la vérité. Et son aventure intellectuelle, eh bien, elle a tout simplement changé la face du monde moderne. Et voilà, la conclusion. C'est peut-être la phrase la plus célèbre de toute l'histoire de la philosophie. Mais ce qui est fascinant, ce n'est pas tant la phrase elle-même que tout le raisonnement qui se cache derrière. Oui, cette phrase, tout le monde ou presque l'a déjà entendue. Mais peu de gens connaissent le cheminement incroyable qui a amené. En réalité, c'est bien plus qu'un simple slogan, c'est l'aboutissement de toute une démarche. Parce que oui, cette fameuse réponse, elle répondait à un problème. Un problème immense qui hantait Descartes. La question de fond, ce n'était pas « qui suis-je ?», mais plutôt « de quoi peut-on être absolument, indubitablement certain ?» Pour bien comprendre Descartes, il faut vraiment faire un saut dans le passé et s'imaginer le monde intellectuel du XVIIe siècle, un monde où les bases de la connaissance semblaient, s'effriter de toutes parts. À l'époque, le savoir, c'était assez simple. Ça reposait sur 3 grands piliers. D'abord, ce que disaient les anciens, comme Aristote, ensuite, ce qu'affirmait l'Église, et enfin, ce que nos propres sens nous montraient. Et en général, on acceptait tout ça comme parole d'évangile sans trop se poser de questions. Et c'est précisément là que Descartes arrive, et il casse tout. Il se dit que peut-être les grands philosophes se sont trompés, que les doctrines ne sont pas si solides. Et même, et c'est ça le plus vertigineux, que nos propres sens peuvent nous jouer des tours. Alors face à ce constat, à cette incertitude généralisée, il ne va pas essayer de colmater les brèches. Non, sa décision est bien plus radicale. On rase tout et on reconstruit sur des fondations saines. C'est le début de sa méthode révolutionnaire. C'est ce qu'il a appelé sa méthode, le doute méthodique. L'idée, elle est à la fois simple et incroyablement puissante. Si une croyance, n'importe laquelle, peut être mise en doute, ne serait-ce qu'un tout petit peu, alors il faut la considérer comme fausse, au moins temporairement, le temps de trouver une certitude absolue. Et ce doute, il va le pousser à l'extrême, en 3 grandes vagues. D'abord, il doute des sens. Après tout, quand on rêve, tout a l'air parfaitement réel, non ? Ensuite, il va plus loin. Il doute de l'existence même du monde physique. Et enfin, l'étape ultime, le doute hyperbolique comme on l'appelle, et si une sorte de génie maléfique, un malin génie, passait son temps à me tromper sur tout, même sur un calcul aussi simple que 2 plus 2 égale 4. Cette idée de tout démolir pour reconstruire, c'est une image que Descartes lui-même adorait. Le but du doute, ce n'est pas de rester dans l'incertitude, c'est de déblayer le terrain, d'enlever toute la terre meuble pour enfin atteindre le roc, la base sur laquelle on va pouvoir construire un édifice de connaissances qui, lui, ne s'effondrera jamais. Et c'est là, au plus profond de cet abîme de doute, au moment où tout semble perdu, qu'il va trouver sa toute première certitude. C'est le point de bascule de toute sa pensée. Il faut s'imaginer la scène, un instant. Les sens ne sont pas fiables, le monde n'existe peut-être pas, même la raison est potentiellement corrompue. Qu'est-ce qui peut bien rester quand on a tout balayé ? Et là, c'est le coup de génie. Le raisonnement est imparable. Même si une force supérieure, ce fameux malin génie, passe son temps à me tromper sur tout, eh bien, pour être trompé, il faut bien que j'existe, non ? Pour douter, il faut bien que je sois quelque chose, quelqu'un qui doute. Voilà le point d'ancrage. L'acte même de penser, que ce soit douter, imaginer ou être trompé, cet acte prouve l'existence de la chose qui pense. Je pense, donc je suis. C'est la première pierre, le seul fondement absolument inébranlable. À ce stade, attention, il ne sait pas s'il a un corps, il ne sait pas si le monde extérieur existe. La seule certitude, c'est d'être une res cogitans, une chose qui pense. Voilà son essence, la pensée. Bon, une fois cette première certitude bien en place, le plus dur est fait, enfin presque. Maintenant, à partir de ce tout petit point de lumière, Descartes va pouvoir commencer à reconstruire tout le reste. De là, il va déduire que la réalité est faite de 2 substances, 2 choses complètement différentes. D'un côté, il y a l'esprit, la pensée pure, la res cogitans, c'est immatériel, ça ne prend pas de place. De l'autre, il y a la matière, le corps, la res extensa. C'est tout ce qui est étendu dans l'espace et qui ne pense pas. Et voilà, on a le fameux dualisme cartésien. Et ça, c'est une illustration parfaite de sa méthode. Pour décrire ce monde matériel, cette res extensa qu'il venait juste de prouver, il a tout simplement inventé l'outil parfait pour le décrire, la géométrie analytique. En unissant l'algèbre et la géométrie, il a permis de décrire l'espace et les formes avec la certitude froide et absolue des mathématiques.
Alors, si on résume ce nouvel édifice du savoir, la fondation, c'est le je pense, le cogito. Les outils de construction, c'est la raison pure, la déduction logique. Le plan d'architecte, c'est le langage des mathématiques. Et le résultat final, c'est un système de connaissances qui ne repose plus sur une autorité extérieure, mais sur la capacité de raisonner de chaque individu. L'impact d'une telle démarche, il est juste colossal. Ce n'est pas une simple idée de plus en philosophie, c'est vraiment un avant et un après Descartes dans l'histoire de la pensée. Regardez cette chronologie, la ligne est directe. En 1641, Descartes place l'individu au centre. Moins de 50 ans plus tard, Newton, qui s'appuie sur cette nouvelle vision du monde, révolutionne la physique. Et tout ça, c'est la base même de ce qu'on appellera plus tard le siècle des Lumières, qui va faire de la raison humaine son étendard. Et ça, c'est peut-être l'héritage le plus fondamental. Avant lui, la source, le garant de la vérité, c'était une autorité extérieure, souvent Dieu. Avec Descartes, tout bascule. C'est l'esprit humain, la raison individuelle, qui devient le juge de la vérité. L'individu pensant est maintenant au centre du jeu. Et c'est pour cette raison que même des siècles plus tard, ses écrits, et en particulier les méditations métaphysiques, restent des textes absolument incontournables, étudiés partout dans le monde. C'est tout simplement l'acte de naissance de la philosophie moderne. Alors pour finir, on peut se poser une question qui résonne particulièrement aujourd'hui. Descartes a mis l'individu et sa raison au centre de tout. Est-ce que, des siècles plus tard, on y est toujours? Ou est-ce que ce centre s'est déplacé? La question reste posée.